Aujourd'hui, Bryce est-il le meilleur Duke à Montréal depuis Patrick Le? La plus grosse victoire canadienne du week-end a eu lieu au Portugal. Et non, c'est pas grâce à João Tavares. Comme les parents dans la saison 2 des Simpsons, Assun Camara ne veut pas voir David débarquer chez lui. Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. Où est-ce qu'on est, Assun? Belle ambiance, en tout cas de travail, là. Super studio, de beaux drapeaux. Je sais pas si c'est les tiens. C'est pas mal. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui sont à moi. Les cyniques vont dire que c'est juste ceux de la MLS. Puis bon, en tout cas, ils ont servi à faire il y aurait pas mal raison. À faire un super décor. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, magnifique. On est dans le nouveau studio aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour Tellement Soccer. Assun Camara est là. Bonjour, Assun. Salut, Olivier. Alors, Christine Roger, qui est partie chercher des derniers éléments de décor, et puis, s'est perdue en chemin. Je pense qu'elle est sur le plateau W, mais bon, on n'a pas d'émissaire envoyé pour aller la chercher. Donc, je vais la remplacer pour l'occasion, pour cette première dans ce nouveau studio de Tellement Soccer. Et on va commencer tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, avec le CF Montréal qui n'arrête pas de gagner à Sun. Ah oui? Qui n'arrête pas de gagner. Étonnant. C'est l'équipe en forme de la MLS. Victoire de 2-0 à Kansas City. Toi, t'aimais ça, jouer à Kansas City, à Assun Camara? Pour le coup. C'est des beaux souvenirs. Disons que c'est partagé, souvenirs assez partagés, mais il y a eu deux victoires, je pense, durant notre époque là-bas, dans une équipe qui était vraiment, vraiment compliquée à jouer. Une enceinte super bouillante, des partisans très proches, un stade un peu à l'anglaise, il me fait penser à Stamford Bridge, un peu dans le style. Et ouais, une belle victoire en première année avec Nelson Rivas en défense centrale, c'était un super souvenir. Et pas Eddie Sebrango qui était titulaire Eddie Sebrango a joué, exactement. C'était absurde ce match-là. Exactement ça, un match cocasse, mais écoute, voir ce qui s'est passé samedi, là, bien entendu, ça nous rappelle des souvenirs, mais ça me rappelle surtout qu'on a quand même du potentiel et une belle équipe au CF Montréal aujourd'hui, qui est capable de faire des belles choses malgré les circonstances, et voilà, ils ont réussi à enchaîner une deuxième victoire. Troisième victoire, toute compétition confondue. Et je trouve que, écoute, on a vu des choses super intéressantes, des phases de jeu vraiment, vraiment, moi, qui me réconciliait un petit peu avec le foot de la MLS dans un sens où c'est vrai que c'est des matchs des fois souvent physiques, où on joue bien entendu sur les coups de pied arrêtés, etc. Et c'est intéressant en tant qu'observateur, mais il y a un supplément d'âme qu'il y a eu dans ce match-là, avec de la technique, avec de la mobilité au milieu de terrain, Chouanière, Duc, Sean qui arrivait à nous sortir je sais pas, du football à style européen, style espagnol, avec des petites touches qui ont l'air anodines, mais qui te font dire « Ah, quand t'es devant ta télé, il est bon ce petit ». Et Duke, moi, c'est le ressenti que j'ai en voyant ce petit-là. Il y a de la flamèche, il y a du talent, il y a de la qualité, il y a de l'intelligence dans sa façon de jouer, de bouger. Et de la sobriété aussi, il fait de ses buts comme si de rien n'était. Merci, au revoir, et puis on passe à autre chose. Donc, en même temps, il a marqué contre Kansas City. Pourquoi il célébrerait ça? Tout simplement. Je ne veux pas manquer de respect envers Kansas City, mais on était loin de l'époque où est-ce que Peter Vermes passait proche de se battre avec Marco Schellibaum. C'est vrai. Il n'y avait rien. C'est vrai. Et un super costume, le costume bleu, là, sincèrement. Son costume était impeccable, magnifique. Peter Vermes, là, on va se le dire. Peter Vermes, je regardais ça, c'est un des 5 ou 6 entraîneurs partout dans le monde qui a le plus d'ancienneté, d'une part. Ça fait très longtemps. 15 ans, 12 ou 15 ans? Ça fait plus que 15 ans qu'il est là. Ouais. Et il est toujours tiré à 4 épingles, ou presque. Ça, c'est formidable. Comme Jesse Marsh à l'époque, en 2012. On regardait ça, puis on était comme, hey, c'est la bataille des styles, puis il n'y a pas de contravention qui va se donner là, par Jean Héroldi, des trucs comme ça. Des buts, donc, de Bryce Duke, Mathieu Chouanière. Puis là, tout ce que tu viens de dire sur Bryce Duke, c'est rien pour arranger le cas de notre réalisateur Jacques-Alexis, qui le voit dans sa soupe. Et je pense qu'il est vraiment sur le bord de le mettre sur son testament, là, de carrément enlever ses enfants de là, puis dire à Bryce Duke, voilà, tu as les clés, mon homme. Mais écoute, on se rappelle que ça fait à peine 3 semaines qu'il est là. Et oui. On se souvient des discussions qu'on avait eues en début de saison, je veux dire, on parlait de tempête, de crise au sein du CF Montréal. Puis tu as l'impression que l'échange fait par Olivier Renard a juste changé toutes les perceptions. Comme je l'ai dit, le fait de voir un style de jeu différent et qui peut coller à ce que l'Osada a envie de mettre en place, c'est super pertinent. Et surtout, de prendre du plaisir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir cette équipe jouer. On va parler de Mathieu un peu par la suite, mais de voir Duke, depuis qu'il est arrivé, j'ai l'impression qu'il endosse justement une responsabilité lourde, celle il a
métamorphosé le style de l'équipe. Il a donné de l'espoir. Et il donne aussi du plaisir aux partisans qui le voient jouer d'une certaine façon, qui est juste waouh. Tu te dis, ok, ce gars-là a du potentiel. Et on commence à le comparer rapidement à Mihailovic dans un sens. Moi, j'ai même l'impression qu'en termes de potentiel, c'est peut-être, je me lance un petit peu là, mais peut-être même une coche au-dessus en termes de style de jeu. S'il arrive à travailler physiquement, dans l'intensité et dans la régularité de tout un match, je veux dire, sky is the limit for this guy. OK. Matko Miljevic, tu penses qu'il regarde ça avec quel... Avec quel œil? Hein? Oui, écoute, ça... C'est étonnant. On en a parlé d'ailleurs début de la semaine dernière avec Eddie Sebrango notamment, qui a fait toute une mêlée de presse en français, le vieux Eddie, du beau travail. Puis j'ai demandé, Duke, Miljevic, est-ce que ça peut fonctionner ensemble? Puis il était comme, ah oui, c'est sûr que ça peut fonctionner ensemble. Ils vont s'alimenter l'un l'autre, puis ça va donner du plaisir aux partisans. Toi, comment tu vois ça s'articuler? Parce que là, moi, c'est la grosse question que je me pose. Comment est-ce que tu peux faire jouer ces deux-là? Parce que clairement, au début de la saison, le plan, c'était Miljevic et le successeur de Mihailovic. On sait que c'est pas exactement le même profil. Peut-être plus la patte Losada, un Miljevic, mais là, tu mets ces deux-là ensemble. Comment tu peux... Moi, personnellement, j'ai pas le même regard qu'Eddie. C'est l'entraîneur, bien entendu, donc je comprends sa position de vouloir protéger ses joueurs et c'est normal. Oui. Moi, de mon côté, je trouve qu'en termes d'équilibre, ce serait difficile d'avoir ces deux joueurs-là, je veux dire, dans la même fonction pratiquement. Je pense que ça sera l'un ou l'autre, surtout si tu as un Choinière qui empile ce type de match et que tu as besoin justement, parce que je pense plus que ça devrait jouer dans un autre registre là. Et pour moi, quand tu as un Choinière qui rentre de cette façon, qui t'amène justement ce type d'équilibre et qui te permet d'avoir une portée offensive comme il le fait sur le deuxième but et en plus de travailler défensivement, j'ai eu l'impression qu'amener un supplément offensif de cette façon-là peut être préjudiciable. Donc tout est une question d'équilibre, bien entendu. On a des bons joueurs et on a justement ce qu'on recherchait, de la compétition entre les joueurs. Voir ces deux joueurs se bagarrer pour cette place-là, c'est génial, même si j'ai du mal à imaginer Duke sortir de cette équipe-là. Mathieu Choinière, c'était pas acquis non plus. On parle de polyvalence. C'est jamais acquis pour Mathieu Choinière. Et c'est ça, et c'est le registre de sa vie. Je veux dire, je me suis retrouvé, moi, dans ce type de situation où, OK, t'es un joueur qui peut jouer partout. Tu peux jouer en défense centrale, tu peux jouer au milieu défensif, tu peux jouer latéral droit. Mais à un moment donné, j'étais le remplaçant idéal, en fait. Le gars qu'on met sur la touche, si on se dit, OK, on a des joueurs spécifiques à chaque place. Et Hassoun, ça va être le bon complément. Où il y aura un trou, on va le mettre. Lorsque tu arrives justement à passer ce step mental et à te dire, OK, l'entraîneur a besoin de moi, a confiance en moi, ça peut être une super opportunité, mais ça peut être à double tranchant si tu as une équipe qui arrive à se dégager et à avoir justement des assists clairs. Et Choinière, ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train de mettre tout le monde d'accord au milieu de terrain, en fait. Là où on avait de l'hésitation à savoir si c'était en piston qu'il fallait le mettre, au milieu de terrain, on a Samuel Piette, on a... Victor, qui sont au milieu de terrain, est-ce qu'il va pouvoir rentrer dans ce milieu à 2, à 3, c'est compliqué. Là, avec les prestations qu'il fait, on met Mathieu Choinière et on met l'équipe autour de lui pratiquement avec le rayonnement qu'il a. Qui l'eût cru il y a à peine 6 mois, et c'est la carte que j'ai envie de donner aux plus jeunes joueurs. Lorsqu'on est remplaçant et qu'on a l'impression que l'entraîneur ne nous fait pas confiance et nous fait rentrer à différents postes, il faut avoir la mentalité d'un Mathieu Choinière, de se dire qu'à chaque minute où je vais être sur le terrain, je vais tout donner pour être irremplaçable à la fin. Et aujourd'hui, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un observateur, il n'y a pas un entraîneur qui mettra Mathieu Choinière de côté alors que c'était le joueur par complément idéal. Donc il a saisi sa chance et il a réussi à faire en tout cas depuis le début de saison un parcours fantastique. Hein, on prend des notes, les jeunes. Puis tu as mentionné Chandrea. Je vais me faire l'avocat du diable un peu. Duke, Miljevic, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que la présence de Chandrea ne montre pas que tu peux quand même avoir deux profils plus offensifs à ça? Tout ça peut. C'est une question d'équilibre. C'est vraiment une question d'équilibre. On avait parlé de Wanyama la semaine dernière où on a eu un petit débat là-dessus sur notre aperçu sur son match. Moi, j'ai aimé sa sobriété face à Kansas City, sa simplicité, son jeu en tant que pivot, de dire OK, il peut y avoir 5 gars qui peuvent venir me presser, je vais trouver la solution pour ressortir le ballon proprement. Dans l'intensité, il était excellent. Hernan Losada a dit que c'était carrément son meilleur match. Mais vraiment, vraiment, je suis d'accord avec lui. Moi, c'est un joueur qui a rayonné dans sa simplicité, dans son impact physique. Et quand tu as un Wanyama comme ça, justement, devant la défense, qui te permet justement d'avoir ce type de combinaison avec des joueurs à l'intelligence vraiment au-dessus de la moyenne et dans les mouvements qui arrivent à jouer dans les petits périmètres, oui, cet équilibre-là, avoir un joueur aussi fort te permet justement d'avoir cette variété de jeu.
Donc, c'est une question d'équilibre. J'espère voir ça plus souvent. Et sincèrement, moi, je me suis régalé devant ce match-là. J'ai vu de la combinaison, j'ai vu de la technique, j'ai vu de la finesse, des enchaînements, de la simplicité. Le premier but, sincèrement, c'est une merveille. C'est un des plus beaux buts que j'ai vus du CF Montréal depuis mon arrivée ici à Montréal. Et je te parle de 2011, vraiment. Mais qu'est-ce qu'Aaron Herrera faisait là, par contre? Oui, mais c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. C'est magnifique, mais dans la projection, justement, dans l'idée qu'on a de se dire, OK, on y va lorsqu'on attaque, on a la possibilité d'y aller, de créer des différences. Alors oui, je remets en perspective la défense de Kansas City sur ce but-là, il n'y avait plus de défense centrale. Donc ça, c'est clair. Mais dans l'idée, dans la combinaison, dans le jeu, en une touche de balle et d'arriver à se trouver... je veux dire, le but est magnifique. Vite, le but est magnifique et il faut en tirer crédit. Il faut le dire quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, guys, vous nous avez donné un super match. Bravo et continuez contre Orlando. J'ai mentionné Aaron Herrera. Je pense que lui aussi, c'était probablement son meilleur match depuis son arrivée à Montréal. L'autre côté, il y avait une petite surprise, entre guillemets, Harry Lasseter. Ouais. Défensivement, c'est pas ça. Mais franchement, ce qu'il a donné de l'autre côté... Ouais. La projection, je veux dire, on attendait ça de lui aussi, de voir un joueur jouer avec de la personnalité. J'ai vu de la personnalité, j'ai vu de la projection, j'ai vu un joueur se donner et aller vers l'avant. Donc c'est, franchement, écoute, on a cité des noms, mais c'est vrai qu'on peut l'ajouter aussi. Jonathan Sirois aussi, franchement, si on ne met pas en avant ce match-là, je veux dire... il a été fabuleux, décisif. C'est ce qu'on attend d'un gardien aussi. Et écoute, ils ont fait un match vraiment, vraiment super intéressant et prometteur pour la suite du championnat. Bon, je vais t'en balancer un dernier nom parce que je pense qu'il faut qu'on en parle. Chino Offord. Oui. Ça se battait sur les réseaux sociaux. Il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Il sert-tu à quelque chose? Est-ce que c'est lui qui permet à Montréal de marquer ses 2 buts? Ça allait dans tous les sens. Ouais. Je comprends les arguments de ceux qui disent « Ah oui, il a pesé sur la défense et tout ça, il a ouvert des espaces. » Mais franchement, balle au pied, là, tu peux pas aller faire quelque chose en éliminatoire si tu accèdes aux éliminatoires avec un Chino Offord, à moins qu'il... Je veux dire, encore une fois, Elie Sebrango, la semaine dernière, très élogieux, c'est son travail, va être très élogieux envers Chino Offord, travaille fort, tout ça. Mais honnêtement... S'il était le moindrement plus adroit balle au pied, il y aurait 3 buts de plus, sinon 4 depuis le début de la saison. Là. Oui, j'étais à 5 dans ma tête. Mais écoute, j'essaie d'être conservateur quand même, dans son cas. Ouais, mais franchement, c'est pour un analyste en tout cas, ou pour l'ancien joueur que je suis, c'est une position extrêmement difficile à avoir pour un joueur comme celui-ci. Je parle de l'analyse. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en termes d'efficacité... Je parlerais même en termes de QI football. Je suis resté sur ma faim en fait depuis le début de saison, de voir ce qu'il arrive à faire. Il y a beaucoup de mouvements, mais tu as l'impression que il fait une talonnade à un moment où c'est pas le jeu, ça demande pas. Lorsqu'il faut la garder, il la donne. Lorsqu'on a un super centre côté gauche en première période où il a l'occasion de marquer. Puis, il essaie de faire une demi-magère, je sais pas trop qu'est-ce qu'il essaie de faire. C'est ça, tu sens qu'il manque quelque chose. Et forcément, oui, la critique serait légitime et je pourrais aller dans le sens justement des partisans. Mais en même temps, lorsque tu gagnes un match, que tu vois que oui, concrètement, il est sur toutes les actions finalement des buts. Et je te parle de ce match, mais je te parle aussi du match au Stade Saputo où il est là, New York marque contre leur camp, mais c'est lui qui met la pression et c'est lui qui est au bon endroit au bon moment. Donc, et quand tu es sur un terrain, et je peux te le dire que je l'ai vécu moi, d'avoir des joueurs qui étaient en manque d'efficacité à un certain moment donné, je pense à Matteo Mancosu par exemple, hein, où il a une super carrière, mais il y a eu un moment donné où ça a été extrêmement difficile pour lui, extrêmement difficile sous le feu de la critique, et on parle pas de la même chose qu'Offord, là, vraiment la critique vraiment très très haute. Et puis moi, je le voyais de derrière sur le terrain, je le voyais se battre comme un diable, le gars. Il nous donnait tout ce qu'il avait, il nous le donnait. Et ça nous crée des possibilités avec Nacho ou avec d'autres joueurs à côté. Donc, tu sais que tu as besoin de ça. Tu sais que tu as besoin de travail, tu as besoin d'efforts, etc. Que tout ne doit pas être rose. C'est une question d'équilibre aussi. Lorsque tu as un joueur qui travaille super fort de cette façon-là, sur le front de l'attaque, ça permet à d'autres joueurs de s'exprimer aussi. Peut-être que d'autres joueurs en profitent. Donc, je serai moins sévère à son égard. Forcément, je reste sur ma faim, je le dis. J'ai vraiment envie qu'il progresse comme je l'ai dit, sur l'aspect tactique, le QI football, l'agressivité offensive aussi, le fait de vouloir marquer, d'arracher le but lorsqu'il faut le faire, parce que c'est aussi son profil. Mais en même temps, tu sais, quand tu gagnes un match, que tu as un joueur que tu gagnes 2 matchs d'affilée, 3 matchs d'affilée pratiquement, mais que tu as un joueur qui se bat comme il le fait pendant 90 minutes, il triche pas,
bah tu peux pas aller le saluer à la fin du match, ne pas aller le saluer à la fin du match et lui dire écoute, t'as fait un bon match, t'as fait un gros match, merci, t'es content, et puis t'essayes d'enchaîner et de capitaliser par la suite en espérant qu'il grandisse et qu'il évolue aussi individuellement. De toute façon, je pense que c'est Ruud Van Nistelrooy qui disait les buts, c'est comme une bouteille de ketchup. Tu tapes, puis là, il n'y a rien qui sort, puis du jour au lendemain, paf! Fait que ce que je suis en train de dire, c'est que même Bjorn Janssen, je sais plus, il est parti, je sais plus comment prononcer son nom, ça va mal. C'est ça. Même lui, il a marqué un doublé à un moment donné, je pense que c'était à Miami, un truc du genre, tout se peut. Fait que Chinonso a fort, peut-être que c'est ce week-end contre Orlando, il va mettre un doublé, puis là, soudainement, la ville va être à ses pieds. Peut-être, hein, c'est des situations qu'on a vues et revues, je veux dire, d'attaquants ultra critiqués et qui deviennent les vedettes finalement de certains clubs. Les plus grands joueurs ont connu ça. Karim Benzema, bon, toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas de problème, mais il a connu des moments extrêmement difficiles où José Mourinho l'appelait le chat au Real Madrid, tu vois. Il faut que j'aille à la chasse avec un chat parce que mon chien est blessé. Exactement. Du genre. Exactement. T'imagines la critique vraiment, vraiment difficile. Et puis aujourd'hui, c'est le ballon d'or et meilleur joueur du monde. Donc forcément, en travaillant, en faisant les efforts comme il le fait, parce qu'il faut lui donner, il fait énormément d'efforts, il travaille pour l'équipe et ça, c'est le plus important. Peut-être qu'à partir de là, il pourra arriver à continuer de progresser. Benzema, encore du beau travail en fin de semaine. Magnifique. Le mouvement dans la surface de réparation pour être seul devant le but. Pas mal meilleur que le but de Kylian Mbappé. Meilleur, je sais pas. Ça dépend du registre. C'est épouvantable, ça. Ceux qui... C'est dégueu. Ceux qui ne l'ont pas vu, le PSG a perdu 3-1. On va en reparler du PSG plus tard, mais le PSG a perdu 3-1 au Parc des Princes contre Lorient. Et le seul but du PSG, c'est Kylian Mbappé qui est à côté du gardien. Le gardien pense que l'arbitre a sifflé faute, donc il laisse tomber le ballon. Et Kylian Mbappé saute sur le ballon, met le but du 1-1, puis l'arbitre est comme « Non, j'avais pas sifflé faute. » C'est d'un ridicule consommé. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? De un, j'aurais pas été là parce qu'il n'y a personne qui va me laisser être en pointe. Ça, c'est autre chose. Ça, c'était épouvantable. Mais je peux peser sur une défense, par exemple. Je les mets pas, les buts, mais je pèse sur la défense. Donc, je l'ai dit, c'est ce week-end contre Orlando au Stade Saputo. Et on a demandé à tes fans sur les réseaux sociaux. On en a parlé un peu d'ambiance la semaine dernière. On a créé la controverse parce qu'on sait que la controverse, c'est bon pour notre clout sur les réseaux sociaux. Et on vous a demandé quel devrait être l'hymne au Stade Saputo. Et il y a eu des bonnes réponses. Il y a eu des bonnes idées. Dans un premier temps, il y a quelqu'un qui essaye de nous rappeler à l'ordre. JP Ronaldi qui dit « On l'a déjà, Sweet Caroline ». Ouais. Ça, là, honnêtement, j'ai un peu perdu le fil de comment ça a commencé, cette histoire-là de Sweet Caroline. J'aime pas ça, OK? Je vais le dire, j'aime pas ça. Laissez ça à Boston. C'est ça. Non? Oui? Non, je suis d'accord avec toi. Ça a été fait. Puis, comme tu l'as dit, c'est comme une chanson déjà connue ailleurs dans l'imaginaire des gens. Donc, c'est une chose de régler. Et puis, j'ai l'impression que ça n'a pas non plus, même si je veux dire, le club ou les joueurs se sont appropriés à certains moments, je veux dire, ça n'a pas été marqué sur le béton, c'était pas officiel, il y a pas encore, je pense qu'il y a encore l'espace en fait pour avoir une chanson officielle vraiment qui marquerait le club et les victoires des joueurs. En ce moment, il y a personne à la 85e minute qui se dit je vais pas aller tout de suite à mon char pour battre la circulation. Je peux chanter Sweet Caroline dans 10 minutes. Exactement. Je pense. Celle-là m'a fait rire. Simon Laliberté qui propose la chanson de Passepartout. J'ai du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait. Moi, ça j'adore ça. Tu chantes bien, Oli. Ça suffit. Non, ça suffit comme ça. Il y en a une proposition de Mathieu Proulx, peut-être inspirée un peu par l'époque où, je dis l'époque comme si ça faisait genre 40 ans, mais Ginette Renault, tu sais, qui chantait l'hymne national au Canadien, puis là, a touché un joueur, puis ce joueur-là marquait. Mathieu qui propose des croissants de soleil pour déjeuner. Connais-tu ça, cette chanson-là? Non, je connais pas. Non? Mathieu, il regooglait ça tantôt. C'est une vieille chanson de Ginette Renault qui avait chanté ça à son époque. Puis, tu sais, puis là, en plus, ici, je triche. Je vois notre réalisateur Jacques-Alexis. Il fait une face de « Je pense que c'est une bonne idée, mais je veux pas l'admettre. » Ah, ouais. Et... Pour vrai, tu sais. Mais toi, t'en penses quoi, du coup? Non, mais ça serait formidable. Tout un stade qui chante « Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner ». Ce serait formidable. Tant qu'à être dans le vieux stock, Patrick T. Girard qui propose un jour,
de Donald Lautrec, la chanson de l'Expo 67. Hein? Ça serait pas si mal, ça. Moi, j'aimerais ça. Ben, il y a des idées, il y a du stock. Tu sais quoi? Regarde, je vais en parler. Je vais revenir encore à Jacques-Alexis. Parce que Jacques-Alexis, là, lui, c'est the hill he chose to die on. C'est vraiment quelque chose auquel il tient mordicus. Puis je commence à me rallier à l'idée. Lui, là, son idée, c'est une chanson des Classelles. Ouais. Es-tu allé l'écouter, la chanson? Parce que je sais qu'on en a parlé. Il me l'a envoyé. Il me l'a envoyé directement, ouais. Hein? Et j'ai bien aimé. Écoute, j'ai bien aimé, je connaissais pas, c'est vrai. Et il me l'a envoyé directement par texto et puis j'ai pris le temps d'écouter. Et franchement, il m'a presque convaincu, ouais. T'es-tu capable de la chanter? Non, peut-être pas là-dessus. Tu t'exagères un petit peu là. Mais écoute, Mais tu sais, une vieille chanson comme ça, parce que son argument, c'est... Tu regardes à Liverpool et au Celtic, par exemple, tu sais, avec You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone, c'est pas une espèce de chanson rah, on va se rallier derrière une équipe et tout ça. C'est une chanson pop de son époque. Puis tu l'écoutes comme ça, ça a l'air de rien. Une petite guitare clean avec des petits arpèges. C'est relax, là. Ça a l'air d'être une petite chanson pour s'endormir jusqu'à ce que le refrain arrive. Puis là, c'est... Exactement. Walk on, non, exactement. Et je pense que c'est une... Écoute, il peut exister toute forme en fait de chansons, de style, tout ce que tu veux à Manchester City, avec Oasis. Je veux dire, il peut tout exister pourvu qu'on s'approprie justement cette chanson, ce style, et qu'il y a un sentiment d'appartenance qui naît à partir de ça, dans la façon de la créer. Je veux dire, à la Juventus, comme j'ai dit, la chanson, elle n'a pas... c'est une nouvelle chanson qu'ils ont adoptée tout récemment, je veux dire. Ça date pas de 50 ans, mais tu vois tout le stade chanter ce son avant les matchs et tu as l'impression que c'est le rendez-vous justement, comme tu le disais, pour le coup à ne pas manquer avant le match parce que ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'esprit de la culture et je pense que c'est des événements comme ceux-ci qui peuvent créer un sentiment d'appartenance encore plus fort auprès des partisans. Et juste pour être bien certain, parce que je pense que j'ai pas nommé la chanson, c'est pas Aline dont on parle ici. Ce n'est pas Aline, c'est Ton amour a changé ma vie. Ça serait formidable. Juste rapidement, il y a vraiment des suggestions qui ont très mal vieilli parce qu'on a posé la question avant le match à Kansas City. Alors voici Pascal Forget qui proposait la marche funèbre de Chopin. Regarde, là, ils viennent d'en gagner 3. Loser de Beck. Ça, c'est un choix vraiment généralisé. Beaucoup de gens ont proposé Loser de Beck. Désolé, les amis, ça fait 3 matchs de suite qu'ils gagnent. Michel Dalterio, qui gère un autre groupe de cette époque, César et les Romains, qui chantaient « Toi et moi, c'est terminé ». Et Didier Toto, qui dit « Vu le jeu médiocre de cette année, j'irai avec la chanson C'est zéro ». De Julie Masse. Ben oui, c'est zéro derrière. Ça fait 3 matchs de suite qu'il en donne pas. Exactement, c'est plus d'actu. Exactement. C'est plus d'actu. Et en dernier, David Desrosiers qui dit demander au groupe de supporters. C'est pas une vilaine idée, ça, de demander au groupe de supporters. Alors, voilà, tout plein d'idées pour les gens qui sont dans la régie au Stade Saputo. Vous avez jusqu'à samedi pour faire votre choix. Maria Miller, a médio, a entrar nesse espaço e a ajudar a Vânia Duarte. Atenção à Alidou, lá vai a canadiana que passou por mal bocado há pouco na segunda parte quando foi assistida. Tenta marcar a Alidou, acerta no trave, vai à recarga, Sissi marca! Marca o Famalicão, Sissi, Famalicão na frente. A Carioca festeja, temos surpresa nesta primeira parte do prolongamento. E que jogada da Alidou, é determinante para o desfecho. Ela... Que jogada da Alidou. Comment est ton portugais, toi, Sun? Obrigado. C'est pas mal ça, hein? C'est tout. C'est ça. On est au Portugal parce que on va parler de, j'allais dire, le secret le mieux gardé du soccer féminin canadien. Je pense qu'il y a peut-être un argument à faire là-dessus. On va parler de Marie-Yasmine Alidou qui s'est qualifiée en fin de semaine pour la finale de la Coupe au Portugal avec Famalicão, qui a gagné 5-4 au total début contre Benfica. Début de Sissi, c'est ce qu'on entendait / voyait pour ceux qui sont sur YouTube. Alidou qui a fait une autre de ses chevauchées fantastiques sur son flanc, puis qui, cette fois, met ça sur la barre. Et Sissi en profite. Autre but de Thelma Pereira. 5-4, donc au total début, ils vont affronter Braga en finale à la fin mai. Et Marie-Yasmine Alidou, c'est une joueuse, une de ces fameuses... comment dire, late bloomer. C'est le terme qu'on emploie dans le sport. Quelqu'un qui n'était pas nécessairement sur le radar quand elle avait 21, 22, 23 ans. Mais là, elle arrive, elle vient d'avoir 28 ans. Ça se passait ce week-end. Et
là, soudainement, elle est dans un club où, bien sûr, elle est une des meilleures joueuses de son club, mais là, elle est à un endroit puis dans un championnat qui a l'air de vraiment lui faire comme j'allais dire comme des chaussures bien à manger, mais je suis en pied de bas. C'est un secret de production. Je suis en pied de bas. Je suis très bien. On prend nos aises dans le nouveau studio. Mais de voir ça, elle a une cape pour le Canada. Elle n'a jamais joué en équipe de jeunes. Et d'arriver comme ça, de se bâtir une carrière sur vraiment marche par marche, là. Je veux dire, c'est quelque chose de difficile à réaliser. Là. Et sur le tard, d'une certaine façon, d'exploser à cet âge-là. Moi, je suis admiratif de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Je dis ça pourquoi ? Parce que je la connais depuis quelques années. On a des amis en commun et puis... vous avez ça, vous autres. Y a-t-il quelqu'un que tu connais pas? C'est ça. Et puis, je l'ai vu, en fait... j'ai vu l'autre côté, en fait, donc le revers de la médaille, celui de la souffrance, du travail, de la persévérance, du fait de devoir travailler sans pour autant avoir l'occasion de prouver au grand public son potentiel. Je l'ai vu aller s'entraîner toute seule. Je l'ai vu aller faire des séances individuelles, que ce soit dans des terrains d'entraînement à Montréal ou à Mirabel, au centre d'Ali Gerba, par exemple, d'aller se perfectionner, chercher à travailler ses passes, à regarder la façon dont elle travaillait tous les jours sur des aspects techniques pour progresser tout simplement. Et je suis juste pas surpris en fait par le résultat qu'elle a aujourd'hui, celui d'être enfin sélectionnée d'une certaine façon avec le Canada et de juste pour rappeler, elle est allée remplacer Quinn. C'est pour ça que Quinn souffrait d'une blessure, donc il fallait quelqu'un pour remplacer. Et ça m'avait fait sourciller. En même temps, j'aurais dû allumer à ce moment-là. Comme on remplace Quinn qui joue au milieu défensif par une joueuse qui a 10 buts, 5 passes décisives cette saison. Mais Beth Priestman la voit carrément comme un numéro 6. C'est un peu pour ça. Et ça fait une corde de plus à l'arc de Marie-Yasmine. C'est sûr. Et on parlait d'adaptation en début d'émission. Et c'est une force, là aussi, pour elle, de pouvoir s'adapter justement à ce type de position et surtout de ne pas rechigner avec le parcours qu'elle a eu, avec le chemin qu'elle a dû parcourir. Forcément, c'est pas une fille qui va se poser mille et une questions. Au contraire, je pense qu'elle a envie de prendre tout ce qui va se présenter à elle. Et c'est l'état d'esprit qu'elle a et qui fait que qu'on reconnaît en fait son travail aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être une belle surprise aussi si elle arrive à... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition, on le sait. À tous les postes qu'elle peut occuper. À tous les postes, justement, il n'y a pas de problème. Mais c'est par ce type de performance, ce type cette façon, en fait, de se mettre en avant et de travailler fort et de valider tout simplement le potentiel qu'elle a match après match, qui lui permettra... Pourquoi pas, je l'espère un jour d'accrocher ce wagon-là. Mais en tout cas, moi, je suis super content pour elle et j'espère vraiment, vraiment qu'elle ira encore plus haut parce qu'elle le mérite vraiment. Là, quand on parle de travail invisible, de ce que demande le sport de haut niveau, et pour faire un rapport aussi avec ce que je vois, et c'est qu'une perception là, mais le travail que font les filles individuellement dans le fait de croire en soi, de travailler fort, elle lâche rien là. Elle lâche rien et je sais à quel point elle travaille fort pour arriver au plus haut niveau, malgré les difficultés. Et Marie-Yasmine en est un exemple et c'est vraiment beau ce qu'elle arrive à faire. Ça va être compliqué, bien sûr, on vient de le dire, pour la Coupe du Monde, mais on en a déjà vu des plus grosses surprises que ça. Souviens-toi du côté des hommes de Julian Green, à l'époque de Jürgen Klinsmann avec l'équipe des États-Unis qui sortait d'absolument nulle part puis qui... Écoute, avec le recul, on peut bien en faire le bilan qu'on veut, mais c'est ça la réalité. C'est pas exclu à 100%. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à justement le travail individuel et tout ça parce que, bon, je l'ai parlé la semaine dernière, je vais parler justement de ce processus-là, d'en arriver au point dans ta vie, dans ta carrière où tu prends conscience un peu du travail qui est nécessaire à ce niveau-là. Puis elle dit, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai eu ce déclic-là. Ça ne s'est pas produit, je n'étais pas nécessairement consciente, mais c'est quand elle était en Norvège. J'ai commencé à travailler, puis à arriver plus tôt, partir plus tard à l'entraînement, faire des trucs... 100%. Faire des trucs un peu de mon côté. Puis, elle, c'est une joueuse pour qui la première offre professionnelle était venue justement un peu de nulle part. C'était Marseille qui lui avait fait une offre par l'intermédiaire d'un agent à Ottawa, puis elle était partie. Puis on en a parlé de ça, puis elle disait, tu sais, oui, il y avait un manque de maturité, mais il y avait peut-être un manque d'encadrement
aussi. Mais c'est dur d'entendre le chant des sirènes puis de faire « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas prête ». Est-ce qu'il y a quelque chose à dire justement sur la manière dont on présente des projets de carrière à des jeunes, on dit jeunes, à 22 ans, techniquement, tu n'es plus une jeune, mais bon, c'est la réalité du soccer féminin aussi. Comment est-ce qu'on fait pour éviter des situations comme ça? Parce que justement, envoyer quelqu'un en Europe qui n'est jamais allé là à 22 ans, là, ça a pris quoi, 3-4 ans avant d'avoir ce déclic-là, de se dire faut que je travaille davantage. Non, mais bien sûr, c'est des situations qui sont difficiles. Quand on parle justement de talent, écoute, tout le monde a du talent. Tout le monde a plus ou moins de talent, je veux dire, du plus bas niveau au plus haut niveau. Après, reste à savoir comment mettre en place ce talent, comment l'exploiter, et surtout avoir un plan de carrière qui nous permet justement d'évoluer marche après marche pour arriver à ses fins et à atteindre ses objectifs. Donc forcément, il y a des situations qui s'y prêtent des fois, mais il y a des situations, comme elle l'a dit, j'ai l'impression que Marseille s'est tombé comme ça, et puis c'est difficile de dire non, même si tu sais que le niveau est vraiment, vraiment différent. Bah, tu arrives directement de l'université, là, c'est un autre mode de vie complètement. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis moi, je le mets en parallèle tout simplement avec ma propre histoire. Je veux dire, moi, j'étais amateur en 4e, 5e division. Puis c'est l'Olympique de Marseille aussi qui m'appelle et qui me dit viens. Fait que problème, c'est Marseille. Là. C'est ça. J'ai les mains dessus en plus. Non, mais comment tu fais? Est-ce que tu sais que Marseille est un gros club, que tu viens d'une petite équipe, etc. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tu as des opportunités dans ta vie où tu sais que ça va être difficile, mais tu es obligé de les saisir pour avancer, évoluer. Après, il te reste à toi la façon dont tu vas t'agripper justement à ça, à continuer à développer ta carrière. Mais ce type d'opportunité, c'est vraiment difficile à refuser, d'une. Et après ça, il faut, comme tu l'as dit, pouvoir s'encadrer. On parle d'agents, on parle de personnes qui peuvent vous donner des conseils par la suite pour évoluer au mieux. Là encore, c'est la jungle. Sincèrement, c'est vraiment compliqué. On l'a vu, hein, la FIFA a remis en place des systèmes et des concours pour valider les agents. Il y a eu des licences qui ont été attribuées la semaine dernière par la FIFA pour remettre de l'ordre un petit peu dans ce monde-là. Donc, je pense qu'il faut préciser, dans le cas de Marie-Yasmine, l'entourage est complètement différent en ce moment. Oui, c'est ça. Par rapport à Exactement. Donc, il faut arriver à ça. Et je pense que c'est vraiment l'entourage, comme tu le dis, qui fait la différence. Et les meilleurs conseils qu'on peut avoir. Parce que quand on joue, forcément, dans notre tête, on est le meilleur. On mérite de jouer. Le club n'est pas bon. L'entraîneur ne m'aime pas, etc. Il y a beaucoup de pensées qu'on peut avoir. Et on n'a pas assez de recul, justement, pour prendre souvent les bonnes décisions. Donc, l'entourage fait la différence. Et je pense que bien s'entourer, avoir un bon agent, une famille autour de toi qui a un regard très très sain, c'est ce qui permet justement de durer dans ce métier qui est extrêmement difficile. Ça va être la revanche de la Rive-Sud. Hein? C'est ça. La fille de la Rive-Sud. C'est un bon bassin, la Rive-Sud, mais pourtant, on dirait qu'il pourrait en avoir un petit peu plus. Est-ce qu'elle va être à Famalicão cet automne? Il y a encore le chant d'autres sirènes qui vont se faire entendre. Écoute, j'ai envie de dire, tant qu'elle joue, ça va. Après, c'est sûr que tu as envie justement d'évoluer, de progresser, de te faire entendre au plus haut niveau. Benfica, là, ce qu'ils viennent de se faire, là, la solution, c'est dessus. On va aller chercher... pourquoi pas? Chercher la meilleure l'autre bord, puis on va faire un duo de Canadiennes en avant. Mais exactement, avec Chloé Lacasse. C'est ce type de rencontre, justement, qui permet de te mettre en avant et de montrer que tu as le potentiel d'intégrer d'autres équipes. Elle le fait bien, elle de continuer. Et puis, qui sait où l'avenir l'amènera. Mais je pense vraiment, comme tu l'as dit, je pense que les choses doivent se faire naturellement. Si elle doit partir au plus haut niveau, dans un club encore plus prestigieux par la suite, c'est ses prestations tout simplement qui le dicteront et rien d'autre. Voilà. Donc, pour l'instant, joueur attaquante, milieu offensif à Famalicão, potentiellement milieu défensif. Avec la sélection du Canada, Quinn, Desiree Scott, donc à bien se tenir. Pas le même genre de profil. On est plus dans le profil élégant de Quinn que le profil de destructrice de Desiree Scott. Ça va être une autre histoire à suivre. Je pense que pourrait y avoir beaucoup de rebondissements d'ici la Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde où l'équipe qui va avoir le moins de blessés va gagner, j'ai l'impression. Oui, on en a parlé la semaine dernière aussi. Là, c'est sûr qu'il y a pas mal d'aspects, de blessures qui peuvent arriver. Tu as parlé de surprises. Moi, j'ai vu Chibonda en Coupe du Monde avec Raymond Domenech. Je peux voir tout le monde en Coupe du Monde aussi. Donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de problème. Fallait être vulgaire puis parler de Raymond Domenech. Tant qu'à être fâché, on va faire fâcher Hassoun encore plus. Mine de rien, il reste quelques semaines seulement à la saison européenne. On commence à voir un peu ce qui se dégage. Les champions, ceux qui vont se qualifier pour la Ligue des champions, Newcastle. Les clubs qui vont être relégués. Valence, en Espagne, c'est pas fait encore. Hein? Ouais. Ça va pas bien. Ça tire. Et forcément, un tel va vouloir se renforcer, un tel va vouloir laisser partir des joueurs. Et là, ça s'est mis à parler de Jonathan David. Et ça s'est mis à l'associer au Paris Saint-Germain. Oh là là, t'imagines? Là, j'ai ramassé ma mâchoire. Puis là, j'ai texté Hassoun. C'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être Jacques-Alexis qui a fait ça encore. Jacques-Alexis, je le vois, ses oreilles frisent. Hassoun, Oui, au PSG, oui. c'est sérieux cette affaire-là? L'affaire Qu'est-ce qu'il va aller faire là? Écoute, il y a la Fashion Week. Jouer milieu défensif lui aussi? Non, il y a la Fashion Week à Paris, à la Tour Eiffel. Il y a beaucoup de choses à Moi, visiter. j'ai un couple d'amis qui est en ce moment à Paris. Ils ont un plaisir fou, mais le PSG n'est pas prêt à leur faire signer des contrats pour jouer milieu défensif. Ouais, c'est ça. Non, écoute, Jonathan David, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous confirme une super saison. Vraiment. Ça, oui. C'était l'attente qu'on avait. Il a connu une Coupe du Monde difficile, il faut le dire. Puis il arrive à rebondir mentalement de façon exceptionnelle et à mettre tout le monde d'accord. Donc ça, C'est presque instantané. Ouais, c'est la super nouvelle. Donc ça attire forcément les sirènes des plus grands clubs européens, dont le PSG. Et non, Jonathan ne va pas au PSG. Enfin, ne va pas au PSG tout de suite, en fait. C'est vraiment le ressenti. Qu'on se comprenne bien, tu n'utilises pas le verbe aller au présent, tu l'utilises à l'impératif. Mais ne va pas au PSG, Jonathan. Non, mais écoute, j'ai l'impression que le mariage ne doit pas se faire maintenant, en tout cas, parce que il a encore, je pense, une marge de progression, bien entendu, avant d'arriver dans un projet comme celui du PSG qui est particulier. Il y a beaucoup de manque de visibilité dans ce club aujourd'hui. On ne sait pas quelle est la politique sportive du club. Les joueurs, on l'a vu, hein, je veux dire, tu perds 3-1 contre Lorient à domicile au Parc des Princes, mais tu perds d'une façon où les joueurs ont l'air complètement perdus. À mes yeux, d'ailleurs, c'est 3-0 ce but Ouais, Mbappé, c'est ça, ça compte pas bien. On le compte. Crois pas que Jonathan le compte dans la course au meilleur buteur, il le compte celui-là. Donc écoute, oui, c'est vrai que vu le manque de visibilité, le non-projet sportif qu'il y a aujourd'hui, l'incertitude de savoir quels joueurs vont rester et partir, est-ce que Kylian Mbappé va vouloir partir, est-ce que Messi entre encore dans le projet, je veux dire, on a l'impression que la charge émotionnelle et sportive va reposer sur les épaules d'un attaquant comme Jonathan David, et c'est tout ce que je lui souhaite pas, en fait, parce que c'est un joueur qui doit se concentrer sur ses qualités, sur son potentiel, d'amener sa pierre à l'édifice comme il le fait à Lille, très très bien d'ailleurs. Mais le problème au PSG, c'est qu'il y a des attentes qui sont surréalistes, T'es sérieux? j'allais dire irréalistes même. C'est qu'on a l'impression qu'il faut gagner la Ligue des Champions chaque année, alors que si tu la gagnes une fois en 20 ans, c'est déjà pas mal. Sauf que la perception et le rêve qu'on nous vend, donc rêvons plus grand, le slogan rêvons plus grand du PSG, on a l'impression qu'il y a comme un décalage entre ce qui se passe et la perception des partisans qui peuvent être que déçus, en fait. Quand on te promet du rêve, on te promet la lune chaque année et que finalement tu décolles pas de Paris, ça devient compliqué à chaque fois de gérer ces difficultés-là. Donc on a l'impression que le projet a explosé en route, qu'il y a plus que de la déception, il y a limite des partisans qui sont juste découragés et qui disent écoute, voilà, ils font de l'argent avec nous, mais on sert à rien. Et je pense pas que ça soit le bon moment pour Jonathan d'intégrer ce type de club aujourd'hui. Je pense qu'il y a des clubs bien plus structurés, comme on parlait de Tottenham, on parle de oui. Regarde là. Oui, j'ai vu une ombre se blesser, mais oui, mais c'est des clubs intermédiaires, entre guillemets, je dis intermédiaires, mais non, ça reste quand même des gros clubs qui permettent justement de... Tottenham, c'est assez intermédiaire, merci ces temps-ci. C'est ça, mais je veux pas être cynique, là, mais oui, ça fait les popettes. C'est ça, il y a des choses à reconstruire, mais je veux dire, c'est un club qui lui permettrait à lui de jouer assurément, je pense, dans un club comme celui-ci. Au PSG, on attend des stars, on attend des stars sur des stars, et je ne suis pas sûr que ça soit le bon moment pour lui d'aller là-bas. Tu construis pas une star au PSG. T'arrives star. Exactement. Et c'est tout le problème de ce club aujourd'hui. Et
tout le problème dans lequel je ne vois vraiment pas Jonathan David s'inscrire dans ce projet là, maintenant, aujourd'hui. Enfin, je l'espère pas pour lui. Arsenal. Ce serait magnifique. Arsenal serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. On sent qu'il y a un entraîneur, il y a une vision, il y a un entraîneur en place qui a une vision à long terme aussi, qui arrive à faire jouer son équipe avec un style de jeu super intéressant. Et dans ce registre-là, je le vois vraiment s'inscrire dans ce type de club qui est structuré, qui est fort et qui est prêt à recevoir le potentiel offensif d'un joueur comme celui-ci. Donc, tu viens de décrire Newcastle United. Mais il serait barré par les deux meilleurs attaquants du monde, c'est-à-dire Alexander Isak et Callum Wilson. En ce moment, oui, parce que Isak, depuis la semaine dernière, c'est devenu le meilleur attaquant du monde. Mais son assist, sa passe décisive pour Jacob Murphy. C'est juste exceptionnel. Everton, c'était ridicule. C'est exceptionnel. Franchement, je dis où est-ce qu'il va comme ça là, puis finalement il va au bout, il arrive à mettre tout le monde d'accord. Je veux dire, Everton a eu l'air de la défense de Sporting Kansas City. Ouais, franchement, pour le coup, c'était exceptionnel. Avec Beasler et Collin, ça n'aurait pas passé ce but-là. Jamais. Écoute, je vais t'amener sur. Je ne lui souhaite pas ça, Jonathan David, mais Chelsea. Chelsea serait prêt à lui faire signer un contrat de 10 ans, je pense. C'est ça le modus operandi. Puis on voit à quel point ça fonctionne. Mais au-delà de Jonathan David qui débarquerait à Chelsea, mettons, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Chelsea? C'est un feu de conteneur à déchets. Ça a l'air irrécupérable. C'est dur. Qu'est-ce que tu fais cet été pour... Je veux dire, faut que tu jettes du lest. Comment tu fais pour jeter du lest quand tu donnes des contrats de 8 ans à des gars? C'est compliqué. Et ils le font déjà, je veux dire. Puis qui va vouloir aller jouer là en ce moment? C'est ça. Chelsea, c'est l'équipe, je pense, au monde qui doit avoir le plus de joueurs dans son effectif. On a vu Thiago Silva se plaindre justement de cet aspect-là et dire carrément qu'il ne savait plus, que les joueurs ne savaient plus trop où s'asseoir tellement il y a de joueurs dans le vestiaire. Donc ça, c'est compliqué. Puis c'est un club qui a une politique sportive qui achète à tout va et qui prête ses joueurs partout en Europe. Donc vraiment, je pense qu'ils ont un effectif proche de 50 joueurs, ça me surprendrait même pas. Et forcément, c'est difficile même pour un entraîneur. Comme, je veux dire, tu imagines le traquenard pour un Lampard qui revient, qui a 5 défaites d'affilée. Je veux dire, tu reviens dans ce club-là et puis là où tu avais l'espoir avec des joueurs de qualité, parce qu'il y a quand même un effectif incroyable dans cette équipe. Mais tu es tellement pris avec tout ça que tu ne sais même plus dans quelle direction aller, comment superposer les talents. Des joueurs qui ont l'air perdus justement à cet aspect-là, mais je ne comprends pas ce que fait Chelsea. Et j'ai aimé les propos de Didier Drogba sur le plateau de... Tu peux l'appeler Didier, vous êtes sur Didier. Vous êtes tête. Non, j'ai aimé ses propos sur le plateau de Canal+, en Ligue des Champions, devant Hervé Matou, et qui disait qu'il ne reconnaissait plus son club. Et ça, c'est des mots forts quand tu as un joueur comme Drogba qui vous dit qu'il ne reconnaît plus le club dans lequel il a brillé, dans lequel il a gagné la Ligue des Champions, dans lequel ça a été un des meilleurs attaquants du monde. Avoir une voix comme celle-ci qui dit... en ayant Lampard en entraîneur aujourd'hui qui ne reconnaît plus justement la politique sportive de ce club, ça veut tout dire. Ça veut tout dire et je pense que ça donne l'heure aux partisans d'avoir une voix comme celle-ci qui tire la sonnette d'alarme et qui fait dire que il faut absolument redresser le tir parce que la direction dans laquelle va Chelsea, je pense que c'est du jamais vu, c'est limite dans l'ère moderne, du moins, c'est... D'avoir autant de talents, autant de joueurs à chaque ligne, des joueurs exceptionnels vraiment, et d'arriver à ce type de résultat, je pense que ça donne, dans un sens, du respect au football. Je pense que Chelsea ne respecte pas le football assez, à mon avis. Le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe qui respecte assez le football. Et je pense que quand on a de l'argent, quand on a justement cette possibilité de faire ce qu'on veut en ayant des moyens limités, il faut absolument revenir aux sources et à l'essentiel du football, à l'essence du football. Sans ça, on se prend un revers phénoménal de cette façon-là, qui nous fait dire que l'argent ne suffit pas et qui fait dire aussi à l'inverse que les critiques qui vont à l'encontre de clubs comme Manchester City, qui eux aussi ont énormément d'argent, mais avec une politique sportive claire, définie, un entraîneur qui sait où il va, ça fait donner du crédit à un entraîneur comme Guardiola et de lui dire que oui, c'est effectivement le meilleur entraîneur du monde. Parce que quand tu arrives à faire jouer Manchester City, comme tu les fais jouer, avec un effectif pléthorique,
tu pourrais avoir la même critique que Chelsea si jamais ça réussissait pas. Sauf que lui arrive à en faire quelque chose, arrive à respecter le football, à mettre le football au centre justement de son projet et non pas des joueurs à l'ego surdimensionné. Au contraire, tout le monde adhère à ce projet-là et tu arrives à faire... Et je pense que c'est une bonne chose finalement de voir ce clash-là et de se dire qu'à partir du moment où on respecte l'essence même du football, celle du terrain, celle de la performance, celle de se donner pour une équipe, bah, ça pénalise certaines et ça récompense d'autres équipes. Qui aurait cru qu'on parlerait comme ça d'un club qui a commencé son ère moderne en recrutant Robinho? Ouais, vu comme ça, ouais, exactement. Ouais. Robinho. Je pensais que tu allais aller sur Mario Balotelli, mais... Non, avant ça. Ouais, t'as raison. Robinho pensait qu'il avait signé à Chelsea. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est vrai en plus. C'est vrai. Googlez-le. Je dis pas n'importe quoi. C'est très, très vrai. On a fait le tour un peu Premier League. La France aussi. Il y a forcément des grosses intrigues qui vont se dégager de cet été-ci. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer en Italie. Moi, je pense que la Serie A est de retour. Ah, il tu vas voir Naples qui va être champion. Ça aurait pu se concrétiser en fin de semaine. Salernitana. Quelque chose de même. Qui a marqué en toute fin de match pour les empêcher de concrétiser le Scudetto. L'Inter et l'AC Milan qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Ouais. Je pense que là, ça... cet été, je pense que ça va être une... En tout cas, je pense. Peut-être. Ouais, mais à mes yeux, les ingrédients sont là pour que ça redevienne une destination de choix. Exactement. J'allais te rajouter justement Mourinho à la Roma. Ouais. Qui fait très bien aussi. Et on chasse avec des chats. Exactement, exact, pour le coup. Et on a l'impression qu'il renaît de ses cendres, justement, et qu'il a retrouvé une santé. Écoute, il a tous les partisans de Rome dans sa poche. C'est incroyable. C'est redevenu une star. Bon, il avait un certain crédit depuis son triplé avec l'Inter de Milan. Qu'il a gardé en Italie, il y a quand même une forme de respect pour lui, mais aujourd'hui, la Roma est conquise par cet entraîneur-là qui arrive non pas à donner un jeu flamboyant, on connaît le style Mourinho, mais en tout cas dans l'efficacité, dans le Real Madrid pouvait marquer des buts pareils. Exactement, dans la Renaissance, il a réussi réussi son pari. Et on parle d'ailleurs de lui au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est justement cet attrait-là, la renaissance du championnat du calcio qui peut donner des idées au Paris Saint-Germain. Mettez ça direct dans mes veines. Mourinho, Paris Saint-Germain. Ouais. Qu'est-ce que tu as hâte de voir cet été? Qu'est-ce que tu as hâte de voir s'articuler d'un point de vue transfert, d'un point de vue projet sportif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher en ce moment? Oui, Osimhen au Paris Saint-Germain. Je pense que, écoute, c'est le type de neuf qui pourrait faire la différence. Il était à Lille, justement, par le passé. Il avait très bien fait. On l'a acheté à un prix d'or du côté de Naples. Je pense que si Naples arrive à valider, justement, son projet cette année, en étant champion, tu peux le vendre à un très, très bon prix au Paris Saint-Germain, qui aime acheter les joueurs très, très chers. T'es pas sérieux. Ça peut être une très bonne idée. Dis-moi de m'asseoir avant de me dire des choses comme ça. Ça peut être une très bonne idée, vraiment, vraiment. De l'autre côté, écoute, pour surfer sur le côté du Paris Saint-Germain, il y a un certain David Beckham qui était au centre d'entraînement au Rio la semaine dernière, qui a pris quelques photos avec le Paris Saint-Germain, avec les joueurs. Avec qui en particulier? Avec un certain Lionel Messi. Donc, dans l'idée de voir où est-ce qu'il va aller, ça va être très, très intéressant. Est-ce que la MLS va faire l'effort d'aller le chercher? Je dis bien la MLS parce que Don Garber a communiqué officiellement en disant qu'il allait tout faire pour aller le chercher. Donc ça, c'est un poids en plus dans cette direction-là. Et en même temps, on apprend que ce matin, Lionel Messi a été aperçu en Arabie Saoudite pour un contrat... transfert à Newcastle. On ne sait pas. Pour un contrat sponsoring, nous dit-on. Donc j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va aller parce qu'au Paris Saint-Germain, je pense que c'est... Ça fait longtemps que tu as déjà écrit sa viande froide. Ouais, faut arrêter. Là. Faut arrêter. Ah là là. C'est pas de sa faute. Hein, il a fait une très bonne saison en ayant du recul. Et je pense que les partisans parisiens vont avoir pas mal de misère. Ils vont le regretter dans 2-3 ans, tu sais, une fois que les émotions passeront. Mais Lionel Messi a eu un bon passage cette année. Il connaît une bonne saison et je dirais même que c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette année, en étant très objectif, devant même peut-être Kylian Mbappé, parce qu'il a réussi un début de saison exceptionnel. Il a énormément de passes décisives, énormément de buts aussi. Si le projet sportif ne marche pas, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse non plus? Messi ou Chinonso Afar comme neuf pour
le CF Montréal? C'est la question la plus improbable qu'on m'ait posée depuis... Parce que je veux dire, les duels aériens Depuis que très Gino longtemps. Offort a gagné en fin de semaine, Messi pourrait pas, passe pas. Là. ouais, il pourrait Avantage, pas, c'est vrai. net avantage. Il y a match, il y a Gino match. Offort. Ouais, il y a match, c'est vrai. La boucle est bouclée. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Écoute, merci, Assoun, de nous avoir éclairé de tes lanternes. Un plaisir, Olivier. C'est de même qu'on dit ça, je pense. On sera de retour la semaine prochaine. On va continuer à se mettre bien à l'aise. On va continuer à travailler notre déco. Peut-être, prochaine fois, mettre toutes les écritures du même bord. Je pense que ça va être ça. C'est ma faute. Décoration, je vais prendre la responsabilité de la décoration. Décorateur intérieur, Olivier Tremblay. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. Merci à tout le monde qui a travaillé pour mettre ce studio sur pied. Et nous, on va vous retrouver. On va vous retrouver. On en perd nos mots la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.